Quelqu'un, quelque part, a mis par écrit l'indicible comme s'il s'agissait d'une simple option de travail. Combien d'autres lignes de ce genre dorment encore derrière des tampons administratifs neutres? Mark Harris, analyste civil au Pentagone, tourne une page jaunie, lit une ligne et comprend que des avions civils américains devaient exploser, officiellement abattus par Cuba. Mark Harris n'est pas censé lire ça. Son boulot, c'est le tri technique des vieux dossiers militaires, pas les secrets qui font dérailler une démocratie. Pourtant, le classeur est là, mal rangé, posé de travers, l'onglet presque arraché. Sur la couverture, une mention bureaucratique anodine. À l'intérieur, des phrases glaciales. Des villes américaines, des réfugiés cubains, des avions civils. Et un objectif unique, obtenir un prétexte. L'impression d'avoir ouvert un tiroir qui ne lui était pas destiné ne le quitte pas. Ce qui accroche Mark, ce n'est pas la violence des idées. Dans ses archives, il a déjà vu des plans de guerre totale. L'anomalie, c'est la cible, pas l'ennemi, les leurs. Au milieu d'un paragraphe, une date saute aux yeux, 13 mars 1962. Un mémorandum titré froidement « Justification for US Military Intervention in Cuba, TS ». En marge, un nom souligné mécaniquement, celui du chef des armées américaines de l'époque. Mark s'arrête sur une phrase. Faire apparaître aux yeux de l'opinion que des avions civils américains ont été détruits par des actions hostiles cubaines. Le texte ne parle pas d'attaque surprise. Il parle de mise en scène. Un léger bourdonnement de climatisation remplit la pièce, sans masquer le poids de la formule. Mark se dit que c'est peut-être un malentendu de papier, un brouillon parmi d'autres, produit par un officier zélé, jamais sorti de son bureau. L'administration américaine a déjà généré des montagnes de documents absurdes, rangés puis oubliés sans suite. Dans son esprit, il voit un colonel fatigué, encerclé par des cartes de Cuba, forcé de proposer des idées créatives à une hiérarchie obsédée par Castro. Il imagine une réunion fermée où quelqu'un aurait lâché « On doit envisager tous les scénarios, même les pires, pour les écarter ensuite ». Le mémorandum qu'il a dans les mains pourrait être le produit de cette pression, une sorte d'exercice intellectuel tordu qu'aucun décideur ne prendrait vraiment au sérieux. Puis Mark relit la première page et voit la signature du président du Joint Chiefs of Staff, au-dessus d'un tampon de transmission officielle. Cette hypothèse meurt en un instant. Un silence court s'installe. Mark recule alors d'un cran. Peut-être que le document est bien réel, bien signé, bien transmis, mais qu'il appartient à un théâtre global, où l'écrit et l'intention jouent un jeu différent. Il se dit que ces scénarios ont pu servir de levier politique. Un chef militaire, convaincu qu'il faut renverser Castro, pousse des propositions volontairement extrêmes, ne s'attendant pas à ce qu'elles soient adoptées telles quelles. Le but ne serait pas leur exécution, mais la création d'un choc, pour forcer la Maison-Blanche à accepter des options moins radicales, mais plus agressives que le statu quo. Dans cette logique, Northwoods serait un instrument de négociation interne, pas un vrai plan opérationnel. Une surenchère calculée, utilisée comme monnaie d'échange. Mark tombe alors sur les scénarios d'avions civils remplacés par des drones, avec immatriculations exactes, routes détaillées, séquences horaires prévues minute par minute. Ce n'est plus du langage de marchandage, c'est du langage de mission. Une autre idée s'impose, plus courte, plus brutale. Et si Northwoods n'était ni un délire isolé, ni un simple outil de pression, mais le reflet banal d'une culture de planification où la frontière moralement acceptable s'est déplacée, lentement, sans alerte, sous couvert de guerre froide. Si ceux qui ont rédigé ce document ne se pensaient pas extrémistes, mais simplement professionnels. Mark comprend alors que sa question n'est plus « qui a pensé ça ?», mais « combien étaient prêts à le considérer comme normal ?» Le texte ne cherche pas à choquer son lecteur. Il ne justifie pas sa propre radicalité. Il aligne, froidement, des incidents envisageables, comme s'il parlait de manœuvres navales routinières. Ce qu'il croyait être une transgression isolée ressemble soudain à un fragment exposé d'un système entier. Pour vérifier, Mark revient au contexte. Les premières pages du dossier parlent de Cuba, de nationalisation, de raffinerie, de sucre, d'entreprises américaines expropriées. On y lit les tensions, les mesures économiques, les quotas supprimés, les cargos bloqués. En quelques années,
un allié économique est devenu un avant-poste soviétique à moins de 200 km des côtes américaines. Dans ce décor, la baie des Cochons apparaît en filigrane, comme une blessure non refermée. Une opération ratée, des exilés capturés, un président humilié, une armée critiquée, un renseignement publiquement mis en cause. Et derrière tout ça, une obsession. Renverser Castro, mais sans déclencher une guerre directe avec Moscou. Northwoods naît précisément dans cet entre-deux. Le mur, pour Mark, n'est pas de carton. Il est posé dans le texte lui-même, entre deux paragraphes administratifs, là où le ton change presque imperceptiblement. Avant, le mémorandum parle de contraintes, droit international, charte des Nations Unies, opinion publique américaine aménagée, alliés à rassurer, besoin d'un casus belli acceptable, lisible par les journaux, défendable à la tribune des Nations Unies. Après, il ne parle plus de contraintes, il parle de fabrication. Le blocage est limpide, sans agression visible, sans navire coulé, sans avion abattu, aucune base politique solide pour intervenir militairement à Cuba. Des services de renseignement peuvent saboter discrètement, influencer l'économie, tenter d'isoler diplomatiquement le régime, mais rien de tout cela ne donne une image simple, exploitable, vendable à la population. Ce manque de récit devient une impasse stratégique. Mark le voit dans les comptes rendus joints au dossier. Autour de la table, à Washington, les mêmes noms reviennent. Des responsables civils, des militaires, des hommes du renseignement, tous coincés dans la même équation. Ils veulent la chute de Castro, ils veulent éviter une nouvelle baie des Cochons, ils veulent rester dans un cadre légal minimal, ou du moins défendable. Alors quelqu'un, quelque part dans cette chaîne, franchit un pas. Au lieu d'attendre un incident, il propose de le créer, pas symboliquement, matériellement. Dans le mémorandum, tout est structuré pour rendre cette solution praticable. Le Joint Chiefs of Staff ne se contente pas d'une idée vague. Les auteurs imaginent des explosions à Guantanamo, des incendies provoqués sur une base américaine, des munitions qui sautent, des dégâts soigneusement calibrés, des preuves plantées sur place pour pointer Cuba. Plus loin, les scénarios d'aviation glacent Mark. Un vol civil réel, avec des passagers enregistrés, appareil. Sur le papier, il suit sa route. Dans le plan, il est discrètement remplacé par un avion sans pilote, un drone, qui explose au large, pendant qu'un appareil identique, vide, atterrit discrètement ailleurs, loin des caméras. Officiellement, le monde verrait un détournement cubain terminé dans l'Atlantique. Officieusement, aucune victime américaine. Juste un mensonge à échelle industrielle. Le mur politique est là. Pour ces planificateurs, le problème n'est pas de tuer des civils américains, c'est de pouvoir produire une image crédible d'attaque, sans perdre complètement le contrôle de l'escalade. Mark n'arrive pas à détacher ses yeux d'un détail concret. Sur une copie de page, un stylo a gratté la marge, comme si quelqu'un, au moment de la lecture, avait appuyé trop fort. Le papier est légèrement perforé, le trait enfoncé, cassé au milieu d'un mot. Un geste minuscule, figé des décennies plus tôt, comme une crispation qu'aucun compte-rendu officiel ne mentionnera jamais. Ce trou, Mark le ressent physiquement. Parce qu'il sait que, pour franchir la ligne, il ne suffit pas de rédiger des phrases abstraites. Il faut, à un moment, accepter mentalement la scène elle-même. Il visualise un hall d'aéroport, des familles qui se disent au revoir, des bagages qui roulent, des billets tamponnés. Même si, dans le plan, les passagers survivent en réalité, cachés ailleurs, anonymisés, l'annonce publique de leur mort reste l'outil. On mise sur leur nom, leur visage, pour déclencher la colère nécessaire. Ce mur, c'est le point où la fiction stratégique devient un scénario qui exige des gens, des lieux, des horaires. Le mémorandum mentionne aussi des explosions possibles dans des villes américaines, des actes de sabotage contre des réfugiés cubains, orchestrés par les États-Unis, attribués à Castro pour retourner l'opinion. Là encore, tout est pensé en termes d'incidents, de retentissement médiatique, de préparation de communiqués de presse. Mark comprend qu'une seule chose bloque réellement ce plan, la décision politique de dire oui. L'appareil militaire s'est déjà projeté de l'autre côté du mur, en proposant ses actions. Ce n'est plus un tabou, c'est une option sur la table. Et la question qui l'obsède en lisant n'est plus « comment ont-ils pu l'écrire ?» mais « qu'est-ce qui, exactement, les a empêchés de le faire ?» Les historiens que Mark consulte plus tard s'accordent sur un point. Northwoods est resté un plan proposé, transmis, puis abandonné, sans signe d'exécution. Ce qui les divise,
c'est la profondeur de ce qu'il révèle. Certains y voient une anomalie extrême d'une période tendue. D'autres, un symptôme révélateur de la logique de guerre froide, où la frontière entre protection nationale et manipulation de l'opinion devient poreuse. Ce qu'ils évitent soigneusement d'affronter, Marc le sent, c'est la peur que ce type de document ne soit pas unique, mais simplement l'un des rares à avoir survécu, retrouvé des décennies plus tard, grâce à une loi votée pour une toute autre raison. Pour Marc, le basculement ne vient pas d'une révélation spectaculaire, mais d'un enchaînement discret. Il découvre d'abord dans le dossier la façon dont Northwoods s'inscrit dans un ensemble plus vaste, baptisé Operation Mongoose, une campagne secrète contre Cuba, faite de sabotage, de pression économique, d'actions clandestines, coordonnée par un petit groupe au sommet de l'exécutif. Ce plan n'est pas une comète isolée. Il est une pièce d'un puzzle déjà en mouvement. Le mémorandum du 13 mars 1962 arrive tard, après la baie des cochons, avant la crise des missiles. Au moment où Washington cherche une voie entre inaction humiliante et affrontement direct avec l'URSS, les Joint Chiefs of Staff, dirigés par Lyman Lemnitzer, proposent alors un raccourci. Si la réalité ne fournit pas la provocation nécessaire, il est possible de la fabriquer. Ce que Marc croyait vrai jusque-là tenait en une ligne simple et confortable. Les limites morales sont intégrées au cœur des institutions, même en temps de crise. Northwoods brise cette certitude. La limite n'a pas disparu, mais elle a clairement été déplacée, discutée, explorée par écrit. Pas dans un fantasme marginal, mais dans un document officiel, signé, destiné au secrétaire à la défense. Ce n'est pas une note d'un individu isolé, c'est le produit d'un organe collégial conçu pour représenter l'ensemble du commandement militaire. En poursuivant sa lecture, Marc voit aussi ce qui a retenu le plan. Nulle part il ne trouve d'ordre d'exécution, aucun suivi opérationnel, aucun code de mission lancé à partir de ses propositions. Les travaux d'archives, les analyses du National Security Archive, les rapports de l'Assassination Records Review Board convergent. Le plan a été transmis, puis mis de côté. Ce refus le hante autant que la proposition, parce qu'il révèle une autre chose, tout aussi brutale. Il n'y a pas de barrière automatique inscrite dans la machine. Ce qui a bloqué Northwoods, ce n'est pas un mécanisme de sécurité infaillible, c'est un contexte précis, des personnalités précises, des tensions internes, une relation dégradée entre un président et certains de ses généraux. Kennedy ne renouvelle pas Lemnitzer à la tête du Joint Chiefs of Staff. Le général part ensuite vers un poste de commandement à l'OTAN. Les historiens restent prudents. Ils voient des désaccords profonds, un climat de défiance, sans pouvoir attribuer à Northwoods un rôle unique. Pour Marc, ce flou a un effet paradoxal. La non-exécution du plan ne le rassure pas complètement. Elle montre surtout que, dans un autre alignement de circonstances, l'issue aurait pu être différente. Les mêmes idées, dans d'autres mains politiques, auraient pu franchir le pas. Reste ce qu'il découvre à la place de son ancienne croyance. Il comprend que l'État, dans des situations de confrontation existentielle, résonne parfois avec une boîte à outils plus large que celle que le public imagine. Dans cette boîte, on trouve des opérations psychologiques, des scénarios d'incidents fabriqués, des plans où la perception mondiale d'un événement compte autant, sinon plus, que l'événement lui-même. Northwoods n'est pas un mythe. Ce n'est pas non plus la clé de toutes les théories complotistes qui circulent depuis. Le document, tel qu'il existe dans les archives, ne prouve pas que ces méthodes ont été appliquées ailleurs, ni qu'un gouvernement américain a effectivement sacrifié des civils pour lancer une guerre. Mais il prouve autre chose, plus inconfortable. Des responsables militaires américains ont formalisé par écrit la possibilité d'utiliser leurs propres citoyens comme leviers émotionnels, au besoin en simulant leur mort, pour justifier une intervention. Pour Marc, la question cesse d'être « Le Pentagone a-t-il sacrifié des civils pour accuser Cuba ?» Elle devient « Combien de scénarios de ce type restent dans les dossiers qui ne seront jamais ouverts ?» Quand il referme le classeur, il n'a pas découvert un complot caché ayant changé le cours de l'histoire. Il a mis la main sur la trace nette d'un possible qui n'a pas eu lieu, mais aurait pu. Et cette possibilité seule fissure durablement sa confiance automatique dans le récit officiel des crises. Il sait désormais que derrière chaque communiqué sobre, chaque justification d'intervention, une autre couche de documents peut exister, où l'on discute non seulement de ce qui s'est passé, mais de ce qu'on aurait pu faire croire qui s'était passé. En quittant la salle de lecture, une seule question lui tourne en tête, sèche, sans réponse. Si ce plan-là a été écrit, proposé, signé,
Lequel, plus discret, n'a jamais été déclassifié? Dans la lumière froide des néons, Marc repose le mémorandum dans sa boîte grise. Ses doigts restent un instant sur le bord du papier, là où le stylo, des années plus tôt, a crevé la fibre. Au loin, un chariot d'archives grince, roule lentement entre les rayonnages métalliques. Le couloir semble infini, de milliers de boîtes identiques alignées jusqu'au plafond. Sur l'une d'elles, l'étiquette est à demi décollée, le titre effacé par le temps.